Donc, nous sommes réunis ici pour les rendez-vous biodiversité et entreprise. C'est un rendez-vous régional qui va se promener dans plusieurs régions. Il y en a déjà eu un en Bretagne. Le sujet ici à Toulouse, c'est la biodiversité alliée pour la transition écologique des entreprises. On est ensemble pour 2 heures. Alors d'abord des petites choses, donc le masque, le port du masque est obligatoire, mais fort heureusement, celui qui parle est dispensé pendant qu'il parle du port du masque, ce qui vous permettra d'entendre et peut-être de voir un peu mieux. D'abord, ça ne se fait pas toujours, mais je tiens à le faire, je veux présenter les personnes qui ont travaillé ou qui sont encore aujourd'hui là pour travailler au succès de cet événement. Je me présente d'abord, moi je suis Pierre Audifrin, je représente ici Sinov, le syndicat des bureaux d'études, et je suis conseil en biodiversité auprès des organisations. Ensuite, Emmanuelle Parache, qui va lever la main. Emmanuelle Parache, fondatrice et gérante de Biocénis, conseiller de solutions pour la biodiversité, et qui animera la partie signature. Cécile Bedel, responsable accompagnement des acteurs à l'Agence régionale de la biodiversité d'Occitanie, qui recueillera vos questions au fur et à mesure, dans la salle et à distance, sur le numéro qui est affiché là et que je répète, 06 33 66 39 77, par texto, des questions par texto. Et vous la verrez, elle prendra aussi des photos pendant le déroulement. Yves Gendreau, l'infatigable Yves Gendreau, qui est où? Qui est là, qui est celui qui a fait pour que cet événement soit possible auprès du Salon Services, sans compter ses efforts. Merci à Services d'avoir intégré ce thème nouveau de la biodiversité au centre de ce salon de services aux entreprises. C'est exactement pile au cœur du sujet, que ce soit directement ou au travers de la RSE. Et puis merci à ABAC qui va nous filmer toute l'après-midi et qui va diffuser l'événement en streaming sur une chaîne YouTube que vous pourrez revoir si ça vous plaît. Donc le sujet qui nous rassemble, c'est la biodiversité alliée des entreprises pour la transition écologique. La question est pourquoi, avec qui, comment? Donc pour commencer à y répondre, nous allons accueillir M. Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, Véronique Vinet, présidente de l'Agence régionale de la biodiversité d'Occitanie, s'il vous plaît. Prenez vos... Donc, M. Di Crescenzo, vous êtes un peu chez vous ici. Vous êtes la puissance invitante. Et Emmanuel Gloumeau, président de Sinov Midi-Pyrénées. Alors, vous pouvez vous asseoir et prendre un micro. Ils ont des jolies bonnettes anti-épidémie qui sont changées à chaque intervenant. Monsieur le Président, aujourd'hui, la biodiversité pour les entreprises, c'est quel enjeu économique par rapport à l'ensemble des autres préoccupations qui sont liées au sanitaire? Mais avant la crise sanitaire, il y avait déjà ces préoccupations par rapport aux autres enjeux. On avait la qualité, la RSE, les préoccupations environnementales, la pérennité des entreprises, etc. Je vous en prie. Alors, je ne savais pas que c'était des questions comme ça. Je pensais que je vais intervenir sur... Mais on va faire. Allez-y. Donc sur l'enjeu, si vous voulez, moi je pense que l'enjeu est très important parce que c'est l'enjeu de la vie. C'est l'enjeu de la vie. Alors on m'avait préparé simplement quelques éléments là-dessus pour vous dire que globalement, par notre comportement un peu erratique, on est en train de détruire notre écosystème. Et quand vous parlez, si vous voulez, du Covid, vous avez une somme d'épidémistes qui se sont réunis et qui rappellent depuis un certain nombre de mois que globalement, si on tue la biodiversité, on fait en sorte que les agents pathogènes se développent beaucoup plus rapidement. Et quand ça se développe plus rapidement, il y a quelque chose qui ne va pas échapper, c'est qu'on va passer globalement que ceci passe globalement de l'animal, du monde animal au monde humain, et c'est ce qui nous arrive avec le Covid. Après, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer, si on n'a plus de vie, pouvoir développer une entreprise? Est-ce qu'on peut imaginer que, quelque part, si on ne fait pas attention à nos ressources, si on ne fait pas attention à leur environnement, est-ce qu'on va toujours avoir des clients? Aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la vie
l'évolution de la jeunesse, on regarde ce qui se passe dans la vie de tous les jours, regardez cette vague green positive, parce que moi c'est green positive, on se dit que globalement, si on ne prend pas en compte ces contraintes, on va tout droit dans le mur. Et donc ça devient quoi la biodiversité? Pour moi, ça devient un vrai, du point de vue économique, ça devient un véritable état d'esprit. Ça devient la possibilité de garder un monde propre, pur, vivable pour nos enfants, donc pour nos entreprises, de garder un terreau. Et le dernier élément qui est important pour moi, c'est que ça devient un avantage là, très compétitif pour les entreprises. Ça veut dire que quand on va avoir deux entreprises, une qui va être bio-oriented, on va dire, d'accord, et l'autre qui ne le sera pas, qu'est-ce qui va se passer? Et on va faire aujourd'hui, comme dans les démarches RSE, on va prendre celle qui a une démarche, et celle qui n'en a pas, on ne va pas l'accepter dans des appels d'offres, on ne va pas les prendre comme fournisseurs. Donc voilà, c'est à la fois la vie, c'est à la fois ce que veulent nos clients, et c'est à la fois la façon de diriger aussi une entreprise. Voilà. Et point de vue économique, monsieur, deux petites secondes. C'est quand même 1 milliard d'euros qui se balade. Ça veut dire que dans le plan de relance de l'État, que vous connaissez, de 100 milliards d'euros, il y a 1 milliard d'euros pour couvrir cette problématique, ou ce sujet. Et n'oubliez pas que dans la partie écologique, qui a forcément des répercussions dans le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est 30 milliards d'euros. Donc quelque part, c'est aussi une manne d'argent pour les entreprises, pour qu'elles puissent se transformer, comme elles le font sur d'autres sujets, comme le digital. D'accord. Donc, au-delà des discours, donc, l'État met la main à la poche pour aider les entreprises à surmonter les réticences qu'ils pourraient avoir encore à rentrer dans ce sujet. Si vous voulez, moi je crois que ce n'est pas surmonté. Je pense qu'on est dans une période difficile, donc on est tous peut-être un peu trop en code plutôt qu'en phare. Je pense qu'il faudrait appeler ça un catalyseur. Voilà. Ce qu'on recherche, c'est, à mon avis, c'est l'incentive pour se dire, pour allumer le feu, ou l'étincelle qui va allumer le feu. C'est ça. Je vous remercie. Madame, alors, non, c'est les lunettes qu'il faut que je mette. Madame Véronique Vinet, présidente de l'Agence régionale biodiversité Occitanie. Alors, l'agence régionale, justement, dans les aides, les appuis, quel rôle l'ARB peut jouer aux côtés non seulement des territoires, mais aussi, surtout ici, pour la journée, pour des entreprises? Alors l'ARB ne fait rien sans les acteurs de territoire et sans les acteurs de la biodiversité. Et je précise que l'ARB porte la stratégie régionale biodiversité de la région Occitanie et est une émanation également, et c'est pour moitié notre financeur, de l'Office français pour la biodiversité. De la même manière dont nous avons décliné en région le dispositif de l'OFB Territoire engagé pour la nature. Alors là, il s'agit de collectivités territoriales. Nous pourrions, bon là, ce sont des discussions encore en cours, nous pourrions être de la même manière acteurs sur le dispositif entreprise engagée pour la nature. Nous aimons nous présenter comme un facilitateur et nous mettons en réseau toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie d'œuvrer pour reconquérir cette biodiversité qui a été tellement abîmée ces dernières décennies. Alors moi, je voudrais rebondir sur les propos qui viennent d'être dits sur l'intérêt que représente pour une entreprise le fait de faire quelque chose à son niveau pour l'environnement, pour la biodiversité. Souvent, c'est présenté comme une contrainte. Alors moi qui viens de l'entreprise et moi qui suis conseillère régionale, membre de la commission économie, je suis intimement persuadée qu'il faut saisir ces opportunités. Donc concrètement, vous pouvez venir en appui des entreprises. De quelle façon est-ce qu'une entreprise peut sonner à votre porte pour demander des orientations, des conseils, des méthodes, des financements, que sais-je? Oui, donc j'ai dit que nous étions des facilitateurs, mais nous ne faisons pas à la place des entreprises, comme les bureaux d'études,
qui savent très bien faire cela auprès des porteurs de projets, ni des associations qui, justement, viennent en appui très concrètement quand il y a un projet de se lancer sur ces défis de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc, bien évidemment, nous sommes à l'écoute de toute question. Nous sommes là pour aiguiller, mais nous ne faisons pas à la place de ceux qui savent très bien faire sur le terrain. Je vous remercie beaucoup, Madame Vinet. Vous me donnez la transition pour passer la parole au président régional du syndicat, la fédération SINOV, syndicat des bureaux d'études d'ingénierie. Alors finalement, qu'est-ce que c'est SINOV et comment l'ingénierie accapare-t-il ce sujet de la biodiversité dans ses pratiques internes et dans son conseil aux maîtres d'ouvrage privés? On a tous entendu parler des questions de labellisation, biodiversity, EFI Nature, mais aussi les études préalables, la séquence ERC, puis les stratégies biodiversité en AMO. Alors, SINOV, qu'est-ce que c'est? Écoute, merci Pierre pour cette question. Et chez SINOV, bien sûr, nous avions pas mal de discussions utopiques. Et SINOV, c'est l'ensemble de l'ingénierie qui est rassemblée autour d'adhérents, qui représente la fédération patronale des métiers de l'ingénierie, du conseil et du numérique. Nous représentons 17 chambres syndicales régionalement et avec 10 syndicats qui sont autour de SINOV. Et je suis heureux de pouvoir ensemble animer avec nos partenaires institutionnels, la CCI, le MEDEF, également le conseil régional, d'animer cette ingénierie. Pour revenir un peu plus sur cette question, je pense que j'aimerais quand même dire que nous sommes aujourd'hui en rupture complète de nos modes de vie, et qu'on se pose la question, l'ingénierie, sur quelles solutions techniques, économiques, comportementales nous devons nous tourner pour sauver une terre, cette terre qui ne nous appartient pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est tous conscients. Et nous n'avons plus le choix, on a obligation d'agir. Mais aujourd'hui, sachez que chez SINOV, l'ingénierie, dans tous les cas, bouge. Ça bouge parce que les représentants de l'ingénierie, de la prestation intellectuelle, auprès des donneurs d'ordre, aux côtés des entreprises et de nos fournisseurs également, il apparaît et devient indispensable que tous les gisements doivent nous relier, que ce soit l'économie, l'écologie et la biodiversité, bien sûr, avec, sans oublier nos enjeux sociétaux. Et nous sommes aujourd'hui tous impliqués, et l'intégration de la biodiversité au déploiement des projets doit être princeps. Donc nous avons finalement une grande responsabilité et nous devons jouer tout notre rôle, celui d'être pionniers dans une innovation circulaire. Et dans cet objectif global, on va dire systémique, il ne saurait d'ailleurs être atteint sans une mobilisation générale. Et l'ingénierie, avec l'appui du SINOV et de ses partenaires locaux, développe des outils au plus près de la commande et de ses donneurs d'ordre pour concevoir et rendre opérant sur le terrain, avec la séquence éviter, réduire, compenser, ou via des labels comme le label Biodiversity, EFI Nature, Efficience du cluster green, QDO, quartier durable Occitanie, et toutes les démarches volontaires qui peuvent être mises à profit pour justement auprès des entreprises offrir des outils pour vous aider avec les acteurs locaux, avec la région, à travers ces aides financières, mais pas que, pour amener les entreprises à traiter ce sujet lié à la biodiversité. Ce doit être un levier de croissance. Il ne faut plus, et on n'a plus le temps, aujourd'hui encore, de remettre dos à dos économie et écologie. Il faut au contraire travailler avec la nature, pour la nature. Très bien, merci. Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions dans la salle concernant les trois interventions qu'on vient d'avoir? Est-ce que vous avez envie de dire un mot encore, un petit regret? Oui, monsieur Crescenzo? Pas de remords, pas de regrets. Non, simplement, ce que je vais vous dire, c'est qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle le time to market.
Vous savez qu'on a eu le premier sommet des Nations Unies, donc où était Emmanuel Macron sur la biodiversité. Vous savez qu'il y a quelques mois, donc dans la loi Pacte, on a expliqué ce qu'était la raison d'être des entreprises, donc quelle est l'essence des entreprises. Et je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'une biodiversité que je regarde de près, c'est celle des entreprises. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. On n'est pas très loin d'ici, vous avez des hangars où on fabrique des avions. Et là, il y a des donneurs d'ordre et des sous-traitants. Il y a des gros, des moyens et des petits. Et ce que je veux dire, la biodiversité, la préserver, ça veut dire aussi préserver les petits, protéger les petits dans un monde où ça secoue beaucoup. N'oubliez pas que pour que cet écosystème survive, donc il y a bien sûr la nature, et on est tous derrière, il y a aussi ces entreprises qui sont polymorphes, avec des toutes petites, sur lesquelles il ne faut pas hésiter à mouiller le maillot, et puis, puisqu'on devait être au Stade Toulousain d'ailleurs, à mouiller le maillot, parce que sans elles, on meurt. Voilà ce que je vais vous dire. Je voudrais rajouter quelque chose, Pierre. Je pense que dans ce giron-là, en tous les cas, effectivement, il faut continuer à croire. Ce modèle, effectivement, change. Il change et c'est un épiphénomène, je dirais, pardon du terme, mais si nous n'agissons plus, si nous ne continuons pas à avancer, ce sont des entreprises, notre économie qui va effectivement s'effondrer. Donc, le thème de résilience est tout à fait opportun. Je crois qu'on est en mesure de pouvoir le faire. L'ingénierie est en mesure de vous accompagner. Et dans cette histoire, finalement, dans notre histoire, dans cette réinitialisation, un reset total, malgré tout, ce qu'il faut voir, c'est que le problème, ce n'est pas vraiment la crise sanitaire qui pose des problèmes évidents. C'est surtout ce changement climatique qui nous pend au nez systématiquement, et qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire sans la biodiversité. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément princeps dans le déploiement de vos projets. Merci Emmanuel. Madame Vinet, je vous ai vu faire un geste. Moi, je voulais simplement rappeler qu'il n'y aura pas de transition écologique sans transition économique, et que la préservation du vivant n'est pas un gadget, c'est notre affaire à tous, et que pour réussir ce challenge, nous avons besoin de tous. Merci à tous les trois. Je propose qu'on les applaudisse. Vous pouvez rester avec nous, ça serait bien. Merci. Donc on va un petit peu faire une opération de... Où elle est la dame de Dépêche Events là? Ouais. Changement de micro. Donc on va passer à tout de suite à la table ronde. Donc la question générale, c'est pourquoi, enfin c'est la question du jour, hein, pourquoi et comment intégrer de la biodiversité dans les stratégies des entreprises? Quels freins, quels leviers, quels outils, quel retour d'expérience? Alors on accueille Stéphane Lefebvre, chef du service appui aux acteurs et mobilisation des territoires à l'Office français pour la biodiversité. Philippe Dagier, installez-vous. Philippe Dagier, directeur des opérations chez Imeris. Nicolas Roche, directeur de la maîtrise d'ouvrage chez Promologie. Et Pierre Bieusin. Donc on va resserrer un petit peu les sièges. Donc toujours le masque. Hein. Pierre Bieusin, chargé de projet accompagnement des acteurs à l'Agence régionale biodiversité Occitanie. Donc Stéphane Lefebvre, vous pouvez vous présenter plus amplement que ce que je l'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que l'OFB? Quelle est la complémentarité avec l'Agence régionale? Pourquoi la biodiversité est-il un défi pour les entreprises? Et comment vous situez-vous, OFB, vis-à-vis des entreprises? Les outils, l'accompagnement, etc. C'est un peu la même question qu'avec l'OFB tout à l'heure, mais voilà. Vous m'entendez? Il y a allumé le micro. Juste, Pierre, pour être d'accord, je réponds à la question et après je bascule sur la présentation, ou je vous présente plutôt directement l'établissement Faites ce que vous avez prévu de faire. Pour rentrer dans le vif du sujet. 15 minutes.
Donc, les enjeux, ça a été un peu rappelé par les intervenants précédents, les enjeux, les défis, on va focaliser un peu sur chacun des continents, sur la problématique de la perte de biodiversité. En Afrique, par exemple, on sait que maintenant, il y a plus de 50% de la population de certaines espèces qui est amenée à disparaître d'ici la fin du siècle. En Asie, si on continue les mêmes pratiques de prélèvement de la ressource piscicole, on risque de ne plus avoir du tout d'espèces à capturer pour nourrir les êtres humains. En Europe, on sait qu'on a 40% des animaux et des plantes qui sont voués aussi à une certaine disparition à court terme. En Amérique, on peut souligner qu'il y a 30% des populations d'espèces originelles qui sont menacées de disparition. Donc ça fait l'objet d'un rapport de l'IPBES. Donc c'est une plateforme intergouvernementale scientifique et politique qui s'intéresse aux questions de la biodiversité et des services rendus par les écosystèmes. S'il te plaît, Emmanuel, la diapo suivante. Donc les enjeux et les défis par rapport à ça, c'est les interrelations entre entreprises et biodiversité. L'IPBES a souligné qu'il y avait 5 facteurs principaux d'érosion de la biodiversité: la réduction, la fragmentation et la perte d'habitat. Donc c'est les changements d'affectation des sols, l'artificialisation des sols. On a une petite illustration aujourd'hui dans l'environnement. La surexploitation des ressources naturelles, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, les problématiques de pollution et, comme il a été souligné précédemment, les problématiques liées au changement climatique. On l'a vu aussi, il y a une forte dépendance entre les activités économiques et la biodiversité et le bon fonctionnement des écosystèmes, puisque ça sert à l'approvisionnement, à la fourniture de matières premières, à la qualité d'eau, la qualité de l'air, qui servent aussi dans les process des entreprises. Et donc tout ça, ces enjeux et ces défis, ça crée des sources de risques pour les entreprises, mais aussi des opportunités. Et donc ce qu'il faut, c'est viser à réduire les impacts et à multiplier les contributions positives des entreprises. Donc là, c'est juste un schéma illustratif du fait que la biodiversité fournit des services écosystémiques, des services d'approvisionnement, de régulation, des services sociétaux et culturels. On pensera aux usages récréatifs de la nature, quand on a la chance de pouvoir contempler des paysages verts. Ces entreprises, elles utilisent, si tu peux revenir sur la diapo précédente, les entreprises, elles utilisent l'ensemble de ces services écosystémiques, elles s'appuient dessus pour pouvoir réaliser leur développement économique. Et en même temps, elles participent à ces facteurs d'érosion identifiés, le changement des usages, les surexploitations, les problématiques de pollution. Et donc, elles impactent la biodiversité. Et donc, entre les deux, il faut trouver un moyen d'arriver à créer des opportunités pour préserver cette biodiversité qui leur rend autant de services. Diapo suivante. Donc en termes de, on l'a évoqué aussi précédemment, les intervenants précédents, ça peut être des sources d'innovation, des sources qui soient plutôt positives en termes de préoccupation sociétale et donc de renvoyer une image positive des entreprises qui s'engagent dans ces démarches. Ça peut permettre de jouer sur les marchés et d'obtenir de nouveaux marchés en jouant la carte de la différence, de l'innovation. Ça joue aussi sur les coûts, en sécurisant les chaînes d'approvisionnement qui servent aux entreprises. Ça permet aussi d'anticiper les évolutions réglementaires. Donc, il y a la loi de reconquête de la biodiversité. Il y a aussi maintenant tout ce qui est lié au rapportage des coûts externes liés aux impacts des entreprises. Il y a aussi l'accès au financement, on l'a évoqué précédemment, 30 milliards d'euros dans le plan de relance. Et il y a aussi tout ce qui est des critères sur les fonds d'investissement qui sont de plus en plus attentifs aux préoccupations environnementales des entreprises. Ça peut aussi jouer en interne de l'entreprise sur de l'émulation entre les collaborateurs, favoriser l'ancrage territorial avec les circuits courts, permettre aussi une attractivité en termes de recrutement au sein de l'entreprise, puisqu'elle affiche ses préoccupations. Et donc, ce qu'on a besoin, c'est même s'il y a une prise de conscience croissante de la part des entreprises, c'est de démultiplier les implications des uns et des autres. Donc, on vous mettra à disposition le support. L'Office français de la biodiversité a donc lancé des dispositifs engagés pour la nature. Vous pourrez voir plus en détail par ailleurs le fonctionnement de l'établissement. Je vais passer dessus. On va aller directement à cette dernière diapo. Donc, engagé pour la nature, c'est quoi? C'est une initiative à destination des entreprises, on l'a vu, entreprises engagées pour la nature, des collectivités avec les territoires engagés pour la nature, ou encore avec d'autres acteurs, les associatifs, les partenaires engagés pour la nature. L'idée, c'est de faire mieux prendre en compte la biodiversité, faire connaître la qualité ensuite de tous ces acteurs qui s'engagent, leur donner une mise en visibilité et de travailler avec eux de manière ouverte et collaborative avec des facilitateurs tels que l'ARB.
Ça, je pense que vous le retraiterez tout Et tout on à l'heure reprendra en après, deuxième plus partie. spécifiquement sur Voilà. entreprises engagées pour la nature. Merci. Donc la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce un défi pour les entreprises et quels outils mettez-vous à disposition des entreprises et quel accompagnement ici, donc on a vu que l'ARB porte ce que j'appelle encore le Tour de France, mais les rendez-vous biodiversité entreprise. Quelle est la relation, pas organique, mais méthodologique entre ces deux organisations Alors, et les entreprises? L'ARB, en fait, les ARB, c'est les agences régionales de la biodiversité, il y en a plusieurs au niveau national dans les différentes régions. En fait, c'est des courroies de transmission entre l'Office français de la biodiversité d'un côté et la région de l'autre, donc la région qui s'engage dans les démarches vis-à-vis des entreprises, et l'OFB qui déploie les dispositifs engagés pour la nature. L'OFB déploie ça au niveau national, et après, il a besoin des acteurs locaux pour mettre en synergie les entreprises et pouvoir leur apporter, ce que je pense développera après par la D'accord. suite Pierre, D'accord. des guides méthodologiques auxquels se référer pour Parfait. s'engager dans le dispositif. Donc on verra plus loin dans le déroulement tout à l'heure. Mais merci. Philippe Dagier. Donc là, on passe au témoignage d'une entreprise. C'est bon, ça marche. Ça marche. D'une entreprise engagée. Hein. Donc Philippe Dagier, directeur des opérations chez Imeris. C'est toute petite entreprise, hein, il va le dire, mais déjà engagée depuis pas mal de temps. Pourquoi? D'où vient cet engagement? Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans au niveau national et même international? Comment cela se traduit au niveau local et national? Merci Pierre pour ces questions qui sont très claires. Bon, je crois que tout d'abord le cadre il a été planté à la fois par le président de la CCI, par Madame Vinet, par l'OFB. Le constat il est le même pour tous. Et pour moi il y a deux niveaux de prise en compte qui nous amènent au pourquoi. Le premier, c'est simplement qu'on fait tous partie de la biodiversité. On est des êtres vivants parmi le monde vivant dans sa complexité. Et il nous appartient effectivement de faire le nécessaire pour qu'on ne détruise pas et que les générations futures puissent profiter autant que nous, sinon mieux, de la merveilleuse nature dans laquelle on évolue tous les jours. Donc ça, je dirais que c'est le côté responsabilité individuelle dans les actions. Et le reste a été très bien dit par le président de la CCI, c'est que quelque part aujourd'hui, le pourquoi, si on réfléchit business, mais à mon avis ça devrait venir bien après la conscience individuelle, le business, aujourd'hui les entreprises ont tout intérêt à être moteurs, et bon, je vous ferai un petit retour d'expérience d'un point particulier tout à l'heure. Et je vais maintenant vous présenter plutôt le comment à travers la façon dont le groupe Imeris, puisque Imeris est un groupe d'exploitation de minéraux industriels. Donc pour vous situer la taille de l'entreprise, cotée en bourse de Paris, un peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 16 000 collaborateurs, une cinquantaine de pays et à peu près 270 sites industriels implantés à travers le monde. L'entreprise exploite une trentaine de minéraux différents. Donc ces minéraux font partie de toutes les solutions qu'on utilise tous au quotidien. Moi, pour ma part, directeur des opérations, c'est un petit peu pompeux, je m'occupe de sites industriels qui produisent du quartz de haute pureté. Ce quartz étant utilisé, entre autres, à la fabrication du silicium pour les panneaux solaires. Mais pas que. Il entre dans la composition des alliages légers, il entre dans la composition des silicones sens large. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Imeris est une entreprise qui a beaucoup grandi et qui a été constituée par agglomération de PME, de petites entreprises qui ont été rachetées ou de plus grosses unités. Et le constat, il y a une dizaine d'années, était qu'il y avait, à travers le monde, en plus, une certaine hétérogénéité à la fois de positionnement des entités, tant sur le plan environnemental que sur le plan de la sécurité, que sur le reste. Et le groupe, depuis plus de 15 ans, travaille fortement, et les piliers principaux sont effectivement la sécurité et également l'environnement, sens large, à travers notamment la responsabilité civile, sociétale de l'entreprise et le reste. Progressivement, le groupe s'est structuré, a mis en place au niveau corporate des moyens pour bâtir une politique un petit peu commune, et très vite, mais ça je dirais que ce n'est pas forcément un exploit, il y a eu la volonté des dirigeants d'Imeris d'y aller, mais étant exposé sur la scène internationale, il était quelque part un petit peu évident, les premiers acteurs sont engagés dans Act for Nature sont globalement les groupes, les grands groupes,
Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller si on n'est pas grand groupe. En amont de Actes Fort Nature, voilà, ici on a le programme RSE. Bon, vous connaissez tous aussi EcoVadis, qui est le programme un petit peu de notation de la qualité de l'engagement RSE des entreprises. Je crois qu'il y a 64 000 entreprises aujourd'hui dans EcoVadis, et Imerys a été coté récemment Platinum, ce qui est un niveau tout à fait honorable. Mais ça ne s'arrête pas là. Et donc, ce que je voulais dire quand je parlais d'hétérogénéité entre les différents sites, c'est que certains sites étaient déjà en avance, bien avant ces démarches et bien avant que la biodiversité et la prise de conscience collective soient au cœur du débat. Et simplement aujourd'hui, l'action collective menée par le groupe avec des personnes dédiées en centrale permet de structurer et dans une démarche de progrès continu, qui est un mot à la mode, de tirer tout le monde vers le haut, quel que soit le pays et le cadre réglementaire. Donc bon, là je ne vais pas passer trop de temps là-dessus puisque ça détaille. Là, vous avez Alessandro Nasa, notre directeur général, qui a, je crois, hier re-signé un engagement avec le Muséum d'Histoire Naturelle, dont on parlera un petit peu plus loin. Actes Fort Nature, je ne sais pas si ce sera présenté par quelqu'un d'autre en détail après, mais globalement, pour faire simple, le modèle, c'est 10 engagements qui sont communs à toutes les entreprises qui rentrent dans Actes Fort Nature. Donc Imerys est rentré au niveau international, comme c'est indiqué là, c'est tout frais. Et ensuite, on décline ces 10 actions sur lesquelles je ne vais pas aller puisque notre temps d'intervention est très court. Mais oui, globalement, c'est intégrer dès en amont tous les enjeux liés à la biodiversité afin que toutes nos actions soient structurées et que lorsqu'on décline notre modèle de production, notre modèle de remise en état des sites, on soit bien conscient des enjeux dès le départ et qu'à partir de là, on puisse les traiter du mieux possible pour essayer d'avoir un bilan biodiversité qui soit le meilleur possible. Alors, comment ça se traduit concrètement au plan national et au plan local? Alors, concrètement, on va descendre un petit peu. Bon, on a quatre piliers, mais voilà, 4 axes. Imerys, au niveau international, a développé un partenariat à travers ce qui s'appelle l'UMS Patrimoine Naturel, qui est une unité mixte de services qui regroupe l'OFB, le CNRS, le Muséum d'Histoire Naturelle. Et en fait, à travers ce partenariat scientifique, Imerys est allé chercher de l'expertise pour pouvoir, dès l'amont de tous nos projets, de toutes nos activités industrielles, finalement éclairer la copie. Avant, on ne faisait que de l'industriel et on regardait un peu l'environnement, surtout dans nos métiers d'exploitation de carrière. Aujourd'hui, l'environnement, c'est le principal élément qui est pris en compte dans les accès à la ressource pour les ouvertures de carrière. Et donc l'idée, nous, on a des géologues, on a des mineurs, on a plein de gens de qualité, on a quelques environnementalistes, mais pas suffisamment. Donc ce partenariat, c'est vraiment aller chercher de l'expertise pour pouvoir éclairer de manière homogène toutes les facettes de la biodiversité. On parle toujours en global de la mise en place d'une matrice de maturité. C'est simplement un outil, un référentiel commun qui permet très vite de positionner sur un niveau de maturité les sites à travers le monde. Donc c'est relativement simple, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Et je vais revenir à l'échelle de l'Occitanie, à Tédirac, dans le Lot, pas très loin d'ici, où on exploite donc du quartz de haute pureté. Et où dès 2002, dès l'ouverture de ce site, donc il y a 18 ans, on a intégré un modèle. Donc c'était avant toutes ces démarches, mais elles s'inscrivent parfaitement dans ce qui arrive aujourd'hui, où il y a eu un choix qui a été fait sur la remise en état du site, qui était un choix d'aller vers plus de biodiversité que ce qu'on avait à l'origine, en se disant que ça ne pouvait être que vertueux. Ça faisait partie de la sensibilité des acteurs. Et tout ça a pu se faire à travers, encore une fois, l'appui auprès de gens qui avaient des compétences. À l'époque, c'était bureau d'études qui s'appelle Biotope, c'était l'Office national des forêts. Depuis, on a ouvert un partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels. Et tout ceci se décline, on va le voir sur les diapos suivantes, de manière assez logique. On a parlé tout à l'heure des espèces exotiques envahissantes. Donc partout à travers le monde, à chaque fois, les diagnostics qui sont faits à l'aide des expertises permettent d'identifier tous ces enjeux. Des actions concrètes de différentes amplitudes sont conduites. À Tédirac, dans le Lot en Occitanie, j'ai un peu anticipé sur ce que j'ai dit, mais il y a beaucoup de petites choses. Donc ce n'est pas des choses qui ruinent l'entreprise, qui coûtent une fortune, mais c'est des choses, il faut simplement avoir la volonté de le faire, l'envie. Et derrière, c'est super gratifiant parce qu'on a de la biodiversité qui se régale. Là, les images que vous voyez, ce sont des anciennes zones d'exploitation.
Donc on a aujourd'hui une trentaine d'hectares remis en état sur lesquels on illustre parfaitement ces enjeux. Et on va voir sur les diapos suivantes, que, encore une fois, les partenaires sont là à travers le plan de gestion pour aussi mettre en valeur cette biodiversité. Juste un chiffre tout bête, je ne sais pas comment je suis au niveau timing, hein, je suis bavard. Je suis pas mal, je vais conclure. mais voilà, en 5 ans, après la carrière, donc la carrière à un instant T, c'est destruction d'un milieu naturel, que ce soit de la forêt ou autre chose, on exploite, on régénère la topographie, on remet en état et on a mesuré dès le début la vitesse de régénération de la biodiversité à travers les actions qu'on avait conduites. Et très très vite, au bout de 5 ans, on a récupéré le niveau de biodiversité qu'on avait dans la Znief, qui est juste à côté, qu'on avait dans l'espace naturel sensible, et plus encore, puisqu'on a du guêpier d'Europe maintenant qui vient nicher, on a des variétés de chauves-souris, de chiroptères à foison, et on a des abeilles en plus qui se régalent, qui nous font un miel tout à fait goûteux. Voilà. Tout ça ne serait pas complet sans le partage avec les parties prenantes, hein, que sont les riverains, que sont les élus, que sont les administrations, nos administrations de tutelle, puisqu'il est vraiment essentiel de communiquer largement. Donc 2 niveaux de communication, en local entre toutes les parties prenantes que je viens de citer, et également au niveau national, à la fois à travers des actions conduites par le groupe, des films, et également à travers finalement le partage de toutes les données qu'on accumule et qui rentrent dans l'inventaire national du patrimoine naturel. Voilà. In fine, tout ça c'est très positif, c'est très gratifiant pour les équipes qui travaillent sur le site, parce qu'on se dit on fait notre métier, on fait de l'industrie, on produit des choses, mais on fait aussi des choses derrière, on conduit des actions pour l'environnement. Et juste la petite anecdote que je voulais partager avec vous, c'est qu'on a eu un renouvellement d'autorisation d'exploiter notre carrière qui a été compliqué, avec une opposition assez farouche. Ça s'est terminé en arbitrage interministériel. Et on a eu un retour de 2 ministres de l'écologie successifs favorables et qui a souligné la qualité du travail qui a été fait. Et on a eu un avis favorable, donc très clairement, ça c'est un exemple concret de pourquoi, mais j'ai envie de dire c'est bien, mais ça c'est le côté business, mais de toute façon je pense que la question ne devrait pas se poser, on devrait tous savoir ça. Voilà. Merci Philippe, je retiens 2 choses très importantes dans ce que tu viens de dire. C'est une grosse entreprise, mais qui, au-delà des grands engagements internationaux, sait faire des petites choses sur le terrain qui peuvent être partagées par les parties prenantes. Ça c'est très important de se rendre compte que ce n'est pas toujours des grandes choses emblématiques, ce n'est pas la protection de la tortue lutte ou du panda géant, c'est aussi des petites choses sur le terrain. La biodiversité ordinaire, c'est extrêmement fondamental. Alors, nous allons enchaîner après cette grande entreprise internationale par une entreprise beaucoup plus locale, qui est Promologie, avec l'intervention de Nicolas Roche, qui est, on va dire, en chemin. Alors, pourquoi vous êtes en chemin? Depuis quand? C'est une sensibilité de l'entreprise, de vos dirigeants? C'est une demande des clients? Quel est votre degré de maturité? Où allez-vous? Ça fait beaucoup de questions auxquelles je vais essayer de répondre. Donc, tout d'abord, Promologie, c'est une ESH, une entreprise sociale pour l'habitat, qui intervient sur tout le territoire de l'Occitanie. On a un parc immobilier de presque 30 000 logements. On met en chantier environ 1300 logements par an et on en livre un millier environ. Donc, effectivement, on a, au-delà des actions individuelles, parce que je pense que personne ne se lève le matin en se disant c'est sympa, je vais passer ma journée à dégrader l'environnement. La responsabilité de l'entreprise, elle s'exprime d'abord à travers la RSE, bien sûr. Mais dans cette RSE, nous, on y répond par l'aspect social, dans nos actions. Et l'environnement, on le prend en compte petit à petit. On a pris conscience de l'impact de notre activité sur l'environnement, puisque on a un territoire d'intervention qui est assez large, puisqu'on va de Tarbes à Nîmes. On a effectivement un objet de construction, donc on aménage, on artificialise des sols. On est aussi un donneur d'ordre important, puisque Promologie, c'est environ 200 millions d'investissements par an dans le tissu économique local. Et c'est donc, je l'ai dit tout à l'heure, un thème de la gouvernance qui est très très fort. S'il te plaît, Emmanuel, si on peut... Oui, je vais voir les slides. Merci. Donc, oui, je veux bien la slide d'après, s'il te plaît. Merci.
Donc en fait, on intervient sur toute la valeur, toute la chaîne de valeur immobilière. Donc on fait de la promotion immobilière, on construit nos logements, on aménage des terrains qui peuvent être parfois d'une superficie importante. On est évidemment gestionnaire de nos logements, mais on réalise aussi des logements à la vente et donc on a des clients acquéreurs. Et donc ce qui nous intéressait dans cette démarche, c'était de pouvoir intervenir sur ces 4 thèmes de manière simultanée. On faisait déjà un petit peu de biodiversité de manière ponctuelle à travers donc, des petites réalisations sur des opérations, donc soit à travers des concours, en étant performant notamment au niveau environnemental, en allant au-delà des normes, ou également en menant des actions ponctuelles, plus modestes, je dirais, avec de l'éco-pâturage, des nichoirs à insectes, des ruches sur quelques opérations. On a également des actions plus structurelles, puisqu'on est quand même labellisé depuis plusieurs années sur notre production avec un label qui s'appelle NF Habitat HQE. Mais on souhaitait aller plus loin que ça et structurer une démarche qui devienne systémique dans l'entreprise. Si on peut passer à la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Donc pour ça, en fait, on s'est entouré d'un AMO, donc qui est Biocénis, et on a monté des groupes de travail de manière agile, en réunissant l'ensemble des composantes de l'entreprise, avec les 4 piliers que j'ai énoncés. Donc l'objectif, effectivement, à travers cette démarche, c'était de la faire partir d'abord du terrain, même si évidemment elle est portée par la direction générale, et d'avoir donc une démarche agile et transverse, vraiment d'intelligence collective, et de collecter finalement des bonnes idées. L'idée, c'était pas d'attendre d'avoir livré une opération pour faire de la biodiversité de A jusqu'à Z, mais de pouvoir injecter de la biodiversité dès à présent dans toute notre chaîne de valeur. Et bien sûr, au fur et à mesure, d'enrichir ces pratiques pour que d'ici quelques temps, on puisse systématiquement, sur l'opération, avoir cette biodiversité prise en compte dans nos décisions en amont et qui se retrouveront en exploitation avec les habitants. C'est bien sûr, ça a déjà été dit, un atout pour le business par rapport à toutes les parties prenantes. On sait aujourd'hui la difficulté qu'ont les promoteurs, constructeurs et les aménageurs à faire accepter les projets d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue politique. Donc c'est évidemment un atout en termes d'acceptabilité du projet. C'est bien sûr attirer des clients également qui sont sensibles à ces thématiques-là. Et c'est se différencier, bien sûr, sur un secteur qui est quand même relativement concurrentiel. Ce qu'on souhaite, c'est essayer de prendre un petit peu d'avance par rapport à nos concurrents, mais bien sûr, si on peut aller à la slide d'après, s'il te plaît, c'est anticiper aussi toutes les futures réglementations. Donc là, il y a la RE, la nouvelle réglementation énergétique qui va arriver l'année prochaine. Et c'est faire évidemment de la biodiversité un réflexe pour chaque métier de l'entreprise. L'objectif, c'est pas d'en faire uniquement sur les fonctions opérationnelles, mais aussi d'engager nos fonctions de support et que la biodiversité devienne un paramètre de décision et d'action pour tout le monde. Et c'est également un gain, on le pense en tout cas, dans des coûts de gestion, notamment par exemple, un exemple très concret, la gestion des espaces verts ne sera pas approchée de la même manière s'il y a un éco-pâturage que si on fait intervenir une entreprise extérieure. On pense aussi, et ça a déjà été dit, que c'est un levier de création de valeur pour l'entreprise. C'est un moyen d'attirer des talents. C'est un moyen de plus de donner du sens aux actions de l'entreprise. Et bien sûr, on espère entraîner avec nous, avec nos partenaires qui nous suivent, sans lesquels on ne pourrait pas réaliser notre activité, les entraîner dans ce cercle vertueux. L'objectif, c'est vraiment de créer ce cercle vertueux en partant de petites touches et de créer donc cette dynamique et de diffuser la biodiversité autour de nous. Voilà ce que je pouvais dire sur la démarche de Promologie. Merci beaucoup, c'est très clair. On voit que vous êtes déjà bien avancé sur le chemin et mon petit doigt m'a dit que peut-être vous allez faire encore un pas aujourd'hui.
Voilà, donc, non mais on le verra tout à l'heure. Donc on passe la parole à Pierre Bieusin. Donc de nouveau la RB sur l'aspect concret, pratique. Comment ça se passe. Donc on a zoomé un petit peu sur le secteur du bâtiment pour enchaîner avec ce qui vient d'être dit. Quelles solutions et préconisations, quels leviers d'action pour engager les entreprises. Les 2 témoignages qu'on a eu jusqu'à présent sont très encourageants. Emmanuelle a dit dans un des textes qu'elle a produit, elle a donné envie, c'est bien le but de cette journée, de donner envie à d'autres entreprises de s'engager dans ces démarches. Pierre Bieusin. Alors moi je vais faire une présentation d'éléments très concrets et on a parlé en fait d'intégration de la biodiversité, mais surtout le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'aujourd'hui la biodiversité, quand on le fait sur son lieu de travail, puisque c'est plutôt ce que je vais vous présenter, que ce soit sur les bâtiments ou les espaces extérieurs, on est plutôt sur une démarche de low-tech. On n'est pas sur des choses qui sont forcément très visibles, on est sur de la biodiversité ordinaire et on est sur des choses qui sont très simples à mettre en œuvre, pas forcément toutes, mais la plupart. Et surtout, on laisse au maximum la nature faire. Quand on n'a pas d'intervention, on parlait d'éco-pâturage ou parfois le fait de ne pas entretenir certains espaces, de fait, la biodiversité va pouvoir s'exprimer. Donc, je vais enfoncer peut-être un peu des portes ouvertes sur les différentes choses que vous allez voir. Mais voilà, le but, c'est aussi de se rappeler tout ce qu'on peut faire en termes de biodiversité. Alors, d'abord sur les bâtiments. Donc, Donc là, je vais vous présenter, on le connaît tous, mais c'est bien de le rappeler, les toitures et murs végétalisés. Alors là, on est peut-être un peu sur le technique sur les toitures. Sur les murs, ça va être un petit peu différent. Vous avez une photographie d'une toiture végétalisée où on peut avoir une approche qui est très, on va dire, industrielle peut-être de ce qu'on a mis par exemple sur ce toit. Et sur les diapos suivantes, on va voir qu'on peut aussi faire vraiment de la biodiversité avec des toitures végétalisées, c'est-à-dire construire un écosystème sur une toiture. On va rajouter du bois, on va mettre un petit peu d'eau, la terre ne va pas forcément être nivelée très droite, mais c'est ça qui va aussi générer une biodiversité sur un toit. Donc ça, c'est pour vous donner des types d'exemples. Après, on a aussi, donc, sur les toitures végétalisées, autre chose, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mixer notamment avec de l'énergie solaire, puisqu'on a parlé plus c'est moins, tout ce qui est donc nouvelle réglementation thermique énergétique. Les deux peuvent être très bien associés. Après, il faut le prévoir dans la conception du bâtiment, mais en tout cas, c'est tout à fait possible et enrichissant pour la biodiversité, puisque vous allez avoir un écosystème un peu différent qui va se créer avec l'implantation des panneaux. Sur les murs végétalisés, alors là, vous avez sur l'image de gauche dire quelque chose qu'on voit peut-être un peu plus, soit sur les centres commerciaux, Patrick Blanc qui l'a fait sur un célèbre musée à Paris, où là, on est plutôt sur des œuvres paysagères, architecturales, mais on est sur un paysage où clairement, le fonctionnement de ce genre de choses, c'est un aquarium derrière. Donc c'est un circuit d'eau en continu, vous avez des pesticides, pas des pesticides, pardon, des nitrates, ce genre de choses pour alimenter les plantes. Mais finalement, on a des choses qui sont beaucoup plus simples à mettre en place, moins chères, qui peuvent aussi se faire sur des bâtiments en rénovation, qui sont tout simplement de mettre des filins, soit vous les mettez en pleine terre ou avec des bacs, vous mettez des plantes grimpantes et finalement le tour est joué. Et au niveau de la biodiversité, du coup, on y a tout autant gagné, peut-être à moindre coût. Donc voilà pour les murs végétalisés. Bon, j'avais mis la petite... Mais voilà, bon, vous avez compris le principe. Après, là aussi, quelque chose qu'on connaît très bien. Alors peut-être là, un petit conseil à vous donner, c'est sur l'implantation de nichoirs. Donc soit on l'intègre dès maintenant dans la réalisation des bâtiments, avec les nouvelles réglementations thermiques, ça peut, notamment sur les ponts thermiques, c'est pas forcément tout le temps évident. Donc il y a des sociétés qui proposent par exemple ce type de nichoirs qui viennent s'intégrer dans le bâtiment et dans l'isolation. Donc là, vous avez le traitement des ponts thermiques est réalisé grâce à ces nichoirs. Et après, vous pouvez utiliser aussi en rénovation ou en implémentation sur des bâtiments existants. Le seul sujet par rapport à ça, il y a encore des recherches qui sont en cours sur le sujet, c'est qu'un nichoir, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se nettoie. Il faut l'entretenir. Donc typiquement, pour des nichoirs comme cela, il faut savoir qu'une fois par an, avant l'automne, il est nécessaire de les nettoyer pour ensuite les nichés puissent bien s'exprimer pour l'hiver suivant. Voilà pour les nichoirs. Le vitrage, je vais aller très très vite. Là, c'est plus dans la conception du bâtiment. C'est en termes de réflexion, d'avoir des implantations de vitrage qui peuvent respecter un peu plus la biodiversité. Clairement, quand vous avez un oiseau qui va passer ici, il y a votre vitre est de chaque côté. Clairement, il va voir l'espace naturel de l'autre côté, il va aller tout droit, donc il va forcément se cogner dans la vitre et potentiellement en mourir. Donc le but du jeu, c'est de réfléchir à ça, tout simplement dans la conception du bâtiment.
Et si, de fait, dans la conception, c'est pas forcément évident, bah après, il y a des choses toutes simples, hein, c'est des stickers, ce genre de choses qui vont alerter les animaux, enfin notamment les oiseaux, par rapport à la présence de ces vitres. Voilà pour le bâtiment, donc sur ces quelques exemples. Et maintenant, je vais plus vous parler des espaces extérieurs, même s'il y a déjà eu, quelques éléments là, qui ont été dits par les intervenants précédents. Alors, tu as du temps. J'ai du temps? C'est bon. Je vais parler moins vite alors. Par rapport aux espaces de nature, donc aux espaces extérieurs, peut-être déjà 2 choses à retenir. C'est que pour qu'une biodiversité s'exprime sur un site, le plus important, c'est aussi avoir ce qu'on appelle des strates diversifiées. Donc on va aller de la strate herbacée, arbustive et arborée. Donc le mieux, c'est quand vous créez des espaces verts ou des limitations, par exemple, entre des parcelles de 2 entreprises, c'est essayer d'avoir ce maximum de strates. S'il y en a 3, forcément, ce sera toujours mieux pour la biodiversité que s'il n'y en a qu'une. Et une fois que vous avez cette logique-là, il y a notamment un label qui vient de se créer, qui est porté par l'Office français de la biodiversité, qui s'appelle le label végétal local. Vous pourrez le retrouver sur Internet, puisqu'il y a il y a un site qui est dédié à ce label, qui permet d'avoir en fait recours à des plants et de travailler avec des pépiniéristes qui vont aller chercher en fait les plants dans une origine, on va dire, locale, puisqu'il y a de mémoire 11 régions biogéographiques qui ont été découpées au niveau de la France. C'est-à-dire que si vous vous situez à Toulouse, si vous allez vers un pépiniériste qui est labellisé végétal local, normalement les plants, les graines vont être sélectionnées dans votre secteur géographique. Ça va être mis en pépinière pour être reproduit. Et derrière, utiliser des plants qui, notamment au niveau climatique, sont plus adaptés, mais surtout au niveau génétique, sont adaptés à votre territoire. Alors, autre sujet qui est la gestion naturelle des eaux pluviales. Donc là, c'est un peu le lien entre biodiversité et surtout le lien avec les sols qui doivent être des sols vivants, parce que généralement... voilà, c'est quand même la nature vient des sols et un sol vivant, c'est quand même toujours mieux pour que la nature s'exprime. Là, je vous ai mis des photos très basiques, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que là où tombe la pluie, il faut que l'eau s'infiltre au maximum là où tombe la pluie. L'idée, c'est de se dire, on n'a peut-être pas toujours besoin d'avoir des réseaux qui vont faire parcourir l'eau pluviale et par exemple de créer des fossés qu'on connaît tous, des noues, ce genre de choses en ville sont toujours plus intéressantes. Idem pour des bassins de rétention des eaux pluviales ou bassins d'orage. On voit encore des bassins qui sont bâchés, ce genre de choses. Là, voilà, c'est toujours tout à fait possible de les végétaliser, si possible avec des végétaux où la biodiversité peut s'exprimer. Mais voilà, c'est juste des bons réflexes à avoir au niveau de la conception ou éventuellement au moment de la rénovation de ce type d'ouvrage. Après, là, c'est pareil, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes. Et en termes d'usage, c'est pas toujours évident. Mais dès lors qu'on aménage un site, que ce soit pour des zones de parking, de déplacement piéton, on peut toujours avoir des solutions qui sont plus intégrées en termes de biodiversité. Donc là, on va toujours raisonner avec le sol et ce sol vivant. Donc là, c'est de faire pénétrer notamment l'eau et faire ressortir le végétal au niveau de ces espaces-là. Après, je le concède, notamment sur les parkings, c'est pas toujours évident d'avoir des parkings végétalisés. Ça peut, en fonction de la fréquentation, aussi du climat, des zones géographiques, c'est pas toujours le cas. Ça doit être bien pensé, mais le mieux, c'est quand même de se dire c'est possible et essayer d'y réfléchir et de prendre la solution la plus adéquate. Alors, un autre sujet, celui-là est un sujet assez montant, dont on n'a pas forcément entendu parler et qui n'est pas forcément tout le temps évident comme ça, c'est la pollution lumineuse. En fait, vous avez 70% des espèces sauvages qui vont notamment se nourrir, effectuer une partie de leur cycle de vie la nuit. Et à partir du moment où il y a de l'éclairage artificiel qui intervient sur les zones où elles sont, ça peut tout simplement les perturber. Donc le but, c'est de diminuer au maximum cette lumière, notamment sur les espaces de nature, et d'avoir, alors là je vous ai mis 4, on va dire, bons réflexes. Le premier qui est d'adapter les horaires d'éclairage aussi aux horaires de l'entreprise et vraiment éclairer que quand c'est nécessaire. Éclairer vers le bas, puisqu'on peut avoir des candélabres, on prend l'image alors que vous avez ici, mais on ne le voit pas forcément, mais des boules d'éclairage où là clairement la lumière se diffuse autant vers le ciel que vers le sol. Donc il faudra plutôt privilégier des éclairages qui éclairent vers le sol.
éclairer en priorité les espaces piétonniers, puisque finalement sur les routes, que ce soit les voitures, les vélos, généralement il y a des phares qui sont prévus avec, ou en tout cas on peut les ajouter. Donc normalement on peut voir, donc il n'y a pas forcément un grand besoin d'éclairer ces zones-là, sauf si elles sont très accidentogènes. Et autre sujet, c'est de choisir des lampes de couleurs adaptées. Ça, je fais un petit focus là-dessus, puisque en gros, quand on a fait la rénovation, notamment des parcs d'éclairage public, où aujourd'hui, quand vous allez réaliser un nouveau parking, on va mettre des LED, en règle générale, sauf que ces LED ont un éclairage qui tend vers le bleu ou le blanc, et ces couleurs sont les plus nocives, en fait, on va dire, pour la biodiversité. Donc il faut plutôt privilégier des couleurs orange, jaune. Je reprends un peu les anciens phares des anciennes voitures. On est à peu près dans ces gammes de couleurs-là si demain vous devez installer de l'éclairage ou le refaire. Et après, donc là je vais quasiment en finir, on en a parlé tout à l'heure, puisque du coup Imeris notamment parlait, et Promologis aussi je crois. Donc c'est des démarches donc, de gestion différenciée des espaces verts. Donc là, au même titre, que ce soit aussi avec vos salariés, ils peuvent avoir des espaces qui sont tondus régulièrement, où là vous pouvez avoir des zones par exemple pour que vos salariés puissent pique-niquer, ce genre de choses, mais aussi des zones où on laisse clairement la nature s'exprimer, ou alors on va faire une fauche beaucoup plus tardive pour que les insectes pollinisateurs notamment puissent venir dans ces zones-là, et avoir recours, quand c'est possible, à de l'éco-pâturage au sein de l'entreprise ou des espaces verts, pour peu qu'ils soient quand même suffisamment grands pour que des animaux puissent s'y installer. Donc ça, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui commencent à se développer dans le secteur, donc il y a aussi une économie qui se génère par rapport à cette gestion via l'éco-pâturage. Et après, on en a parlé, mais voilà, c'était juste faire un petit focus sur les labels qui sont existants. On a parlé des Finnature tout à l'heure et de Biodiversity. Sachez que sur les espaces extérieurs, il y a notamment 2 labels, dont un Éco-Jardin et donc Écoserre qui labellisent les espaces naturels. Notamment des entreprises, donc c'est tout à fait possible si vous avez même 200 mètres carrés dans votre entreprise, où vous voulez valoriser cet espace pour en faire un espace de nature plutôt naturel. Ces labels vous permettent, même sur les petites surfaces, de pouvoir être labellisés. Et après, alors ça c'est plus dédié aux collectivités, mais bon, c'est juste pour un rappel sur les phytosanitaires, donc la démarche zéro phyto, pour forcément essayer de mettre le moins d'intrants possible sur vos espaces et le moins de pesticides possible. Voilà. Et je crois que j'en ai fini. Merci Pierre. Alors vos questions, moi j'en ai une de questions là. Tu nous as présenté pas des outils, des exemples. Moi j'ai une question liée au centre de ressources. Quel centre de ressources? Comment on peut se procurer des bibliothèques d'exemples ou des guides méthodologiques pour ceux qui veulent... Alors, il y a les bureaux d'études, évidemment, ouais. Mais pour ceux qui veulent faire les premiers pas ou s'engager seuls dans la démarche. L'OFB en a, tu reviendras peut-être dessus tout à l'heure, mais il me semble qu'ici, il y en a aussi. Alors, il y a des guides qui existent. Enfin, déjà, à l'échelle nationale, il y a beaucoup de guides qui existent sur ces différentes questions. Je reprends... Enfin, il y a des guides sur l'intégration de la biodiversité dans les bâtiments et aussi dans les entreprises, qui à l'époque avaient été édités par Nature Paris, donc ça c'est en Ile-de-France, donc après il faut adapter aussi notamment par rapport au climat à l'endroit où vous êtes. Et après, moi j'ai envie de dire, le meilleur conseil qu'on peut vous donner pour l'instant, c'est d'appeler l'ARB Occitanie, vous nous appelez. Bien entendu, il y a aussi les associations, je ne peux pas toutes les citer naturalistes, mais il y en a beaucoup qui peuvent vous accompagner sur ces sujets, les bureaux d'études. Donc nous on n'est pas seuls sur ce sujet, on fera le relais bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, on a il y a un site internet, vous pouvez nous contacter, on reviendra vers vous avec grand plaisir pour vous orienter. Parfait, merci beaucoup. Les personnes là qui sont sur les tabourets, sur la table ronde, est-ce que ce que vient de dire Pierre vous fait réagir, vous interpelle, vous étiez au courant de ces ressources disponibles, ça vous effraie, toutes ces techniques, ou non, rien, quelque chose à ajouter ? Enfin, de mon point de vue, non, pas du tout. Il y a un certain nombre de choses nous qu'on a mis en place. Ça fait partie des petites actions qui ne coûtent pas grand-chose et qui font la différence pour la biodiversité. C'est surtout du bon sens, de l'organisation et un peu de volonté. Je partage tout à fait. On voit que c'est des petites actions qui forment un tout. Voilà. C'est exactement ce que je voulais vous faire dire, vous en doutez bien. Bien. Alors, le moment est venu de voir s'il y a des questions, puisque Cécile...
Donc Cécile, alors je te tends le micro. Mais si, il y a ton président a une question. Oui, alors je ne vais pas prendre la casquette Sinov, là je vais prendre la casquette Green Attitude, pardon, qui est mon bureau d'études. Il y a encore quelques années, on est d'accord, on était quand même en discussion par rapport à tous ces sujets. Il y a au moins 10 ans de ça, il y avait beaucoup de résistance. Aujourd'hui, j'ai encore l'espoir, mais l'histoire des coûts, c'est un vrai sujet. À quel prix, finalement, ces missions peuvent être vendues? Moi, je suis assez généraliste et transversal. Je traite à la fois du bâtiment, mais aussi de l'aménagement. Et très souvent, on me dit, mais qu'est-ce que vous êtes cher? Et puis en plus, ce qui est pire encore, c'est mais c'est en fait, mais c'est une mission complémentaire. Je crois que dans nos marchés, dans le fait de résilier justement, on peut vous apporter des éléments, mais moi quand je vais au supermarché, quand j'achète une bouteille de lait, je la paye au prix. Voilà. Et je voudrais quand même avoir cette information, de savoir quelle est pour vous, ou quelles sont pour vous la place que vous donnez à nos prestations intellectuelles. Et c'est une question que tous aujourd'hui se posent. Et d'ailleurs, je remercie Pierre, Chic Planète, je remercie Biocénie, je remercie ces entreprises qui sont là pour vous accompagner. Sachez que nous sommes des passionnés, des vrais chefs d'entreprise, parce que nous avons envie que ça fonctionne. Et qu'est-ce que vaut un verre d'eau dans le désert quand on a soif? Pensez-y. Bon. Alors la question est à la tribune. Madame Vinet, peut-être? C'est toujours des histoires d'argent. Alors moi, j'étais intéressée de savoir comment, Promologie, je vois, mais par exemple Imeris, une entreprise de cette taille-là. Est-ce que vous avez un green budgeting, si on peut dire, c'est-à-dire, est-ce que vous, dans votre budget global, vous arrivez à faire émerger les lignes qui sont favorables à l'environnement, etc. Est-ce que c'est une transversalité dans votre budget, cette question-là? J'aimerais voir un peu en haut là, comment ça se passe pour avoir décidé de mettre en place toutes ces mesures et quel impact ça a sur budgétairement. Merci, c'est une très bonne question. Alors, pour être clair, il y a vraiment deux niveaux. Toutes les actions corporate dont on a parlé font l'objet d'un budget qui est pris en centrale. C'est quelques centaines de milliers d'euros le partenariat dont on a parlé sur plusieurs années. C'est pas négligeable, mais à l'échelle d'Imeris, c'est pas non plus monstrueux et ça permet de faire beaucoup de choses. Et à côté de ça, il y a les sites, parce qu'il n'y a pas que notre site d'Occitanie, il y a beaucoup de sites qui conduisent un certain nombre d'actions et dont les charges sont assumées en OPEX, en coût d'exploitation. Donc pour moi, c'est vraiment une problématique de volonté du gestionnaire local, parce qu'il y a toujours moyen de trouver quelques milliers d'euros, voire un petit peu plus, pour faire de belles choses. Et la réponse à la question d'Emmanuel Gloumeau, Green Attitude, assistant en maîtrise d'ouvrage en environnement. Est-ce que c'est cher, ces missions en environnement? Je pense, alors, effectivement, il y a un coût, mais je pense que ce qu'il faut regarder, et c'est un paradigme à changer tous ensemble, c'est de le regarder dans un coût global. Parce qu'une résidence qui a des atouts en termes de biodiversité, c'est des clients qui ont aussi un patrimoine qui se valorise. Mais c'est un paradigme, un changement culturel qu'on accompagne et dont on fait la démonstration aujourd'hui, je crois. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bavard. Alors c'est pas vraiment une question. Là, je reprends ma casquette de président de Sinov. Pendant le plan de relance, on a eu la chance de rencontrer un certain nombre de préfets. Et Dieu sait que, à travers les différents, quand vous avez des installations classées pour l'environnement, quand vous faites des études,
liées au cas par cas, évaluation environnementale par exemple. Ils sont un peu désarçonnés souvent parce qu'on leur dit mais il faut faire vite, aller vite, le permis de construire doit être déposé et on est pris de court. Et finalement, plutôt que de voir ces institutions de l'État, représentants de l'État, nous accompagner, on va toujours contre. Et je pense que lorsque on fait de l'étude de faisabilité, l'aspect de biodiversité ou l'aspect environnemental doit prendre la mesure et le temps pour réaliser ces différentes études pour ne pas être pris au dépourvu. Et il faut voir vraiment les préfectures, les représentants de l'État, comme de vrais leviers pour accompagner vos entreprises, vos industries à aller faire de la gestion de projet et de planning pour éviter justement de perdre ce temps qui, effectivement, peut remettre en question certains projets. Donc là, c'est alerte pour ceux qui le souhaitent, mais si vous avez effectivement ambition d'étendre vos industries, vos entreprises, vos bâtiments, l'analyse du site est un princeps, encore une fois. Prenez-le en compte. Et je vous assure que c'est un vrai levier de croissance et d'économie pour vos projets. Merci Emmanuel. Je ne pense pas que ça appelle de réponse particulière. Peut-être la réponse viendra après. Je crois que Cécile a récupéré une question par texto. Bravo. Non, c'est vrai que donc Pierre a illustré tout à l'heure l'éco-pâturage avec la venue de moutons, d'ânes sur le site des entreprises. Et là, on nous demande donc en fait si un poulailler dans une entreprise, c'est aussi intégrer la biodiversité sur le site d'une entreprise. Très bonne question piège. Je ne sais pas si j'aurai la bonne réponse. Après, moi je trouve déjà, par cette question, c'est de se dire on va remettre des animaux dans une entreprise. Donc déjà, on est sur... on avance sur le sujet, donc je pense que ça peut être un bon support pour ensuite aller sur d'autres sujets qui sont plus la biodiversité, parce que je ne sais pas si 2 poules, on peut réellement dire que c'est de la biodiversité, mais c'est déjà bien. Voilà, c'est pas forcément une très bonne réponse que je vous fais là, mais bon. En tout cas, je pense que c'est un bon tremplin pour parler ensuite d'écologie et faire d'autres choses après, et surtout sensibiliser les salariés, puisque c'est aussi ça qui fait vivre l'entreprise, et c'est avec eux, je pense que demain, vous pourrez peut-être mettre des plantes grimpantes, ce genre de choses, et ils valoriseront tout ça aussi avec vous en tant que dirigeant derrière. Bon, en tout cas, c'est une question qui ouvre sur beaucoup d'imagination, tous les possibles. Bien, merci pour ces questions. Donc, maintenant, on va rentrer dans le dur. Alors, c'est quoi la présentation du dispositif engagé pour la nature? Concrètement, comment on s'y prend? Est-ce que c'est difficile? Quels sont les freins? Pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises engagées? Vous allez donner le nombre? D'accord. Est-ce que c'est accessible à la taille de toute entreprise? Finalement, on rentre dans le concret, puisque le but, c'est on a dit tout à l'heure, donner envie aux entreprises de s'engager, et puis qu'elles s'engagent réellement au-delà des aspects greenwashing qu'on peut voir ici ou là sur certains aspects. Alors, je vais effectivement reprendre juste, parmi toutes les questions, j'en ai mémorisé une. Pourquoi n'y en a-t-il pas encore beaucoup? Juste citer que le dispositif entreprise engagé pour la nature et Act for Nature, il date de décembre 2019. Il a démarré avec 38 entreprises, donc on a une petite année, avec une année en plus particulière, 2020, la crise sanitaire. Donc, ce qui fait que ça prend un petit peu de temps. Donc le dispositif, l'idée, si je reviens sur les engagements pour la nature, c'est qu'on soit tous concernés, tous responsables et tous engagés. Donc les dispositifs engagés pour la nature, il y en a qui s'adressent aux collectivités territoriales, les territoires engagés pour la nature, aux partenaires associatifs, les partenaires engagés pour la nature, et aux entreprises engagées pour la nature. Avec l'idée, tout ça, derrière, on l'a exprimé à plusieurs reprises, qu'il y a une demande sociétale qui émerge de plus en plus. Donc c'est pour qui? C'est effectivement pour toutes les entreprises, pour toutes tailles, les grandes, les petites, les moyennes. Il y a des cadres méthodologiques qui sont mis à disposition, des guides qui commencent tout doucement à être publiés parce que le dispositif est encore récent. Donc sur le site de l'Office français de la biodiversité, vous pourrez accéder à ces différents guides.
Il y a une valorisation ensuite qui est faite des entreprises qui s'engagent, donc une reconnaissance au niveau national, on aura une illustration dans la suite. Et après, les entreprises peuvent aussi intégrer, comme les collectivités ou les partenaires, les clubs désengagés pour faire des retours d'expérience et mutualiser leur savoir-faire acquis à travers ces dispositifs. La diapo suivante. Donc comment ça fonctionne? Il faut s'engager au niveau du plus haut de l'entreprise, donc le directeur général. Les engagements, il y a une plateforme dédiée pour pouvoir signer les 10 engagements qui ont été illustrés, je crois, par Promologis tout à l'heure, ou par Imeris. Ensuite, on a 1 an après avoir déposé cet engagement, 1 an pour déposer un plan d'action, pour dire concrètement qu'est-ce qu'on va faire en termes de prise en compte de la biodiversité, les différents axes de travail. Au bout de 2 ans, il sera évalué par des experts externes. Et ensuite, on peut renouveler la démarche et sur la base des premiers acquis, continuer à progresser dans cette démarche. La diapo suivante. Donc les outils, il y a un portail dédié engagé pour la nature, avec un focus sur les entreprises. Il y a une plateforme qui est dédiée. Vous pouvez y retrouver les 10 principes qui sont les engagements de base des entreprises qui s'intègrent dans le dispositif. On a des guides pour l'action et on commence à avoir des ressources mises en ligne, des recueils de bonnes pratiques à partager pour mettre en place les actions de ces plans d'action pour le dispositif. En termes d'agenda, ce que je vous disais, c'est que ça a été lancé en décembre 2019, donc 38 premières entreprises signataires avec la secrétaire d'État qui a lancé le dispositif. En 2020, comme aujourd'hui, on a les rendez-vous pour la biodiversité qui sont organisés un peu partout en France. En septembre, on était quand même passé de 38 à 71 entreprises qui avaient intégré le dispositif. Hier, s'est tenu le forum biodiversité et économie en même temps que les assises nationales pour la biodiversité, auxquelles elles ont été à un moment donné aussi mises en lumière, les entreprises qui se sont engagées. Donc ce forum, il se tient tous les 2 ans. Il vise à rassembler et mobiliser toutes les entreprises. Il s'adresse aux entreprises plus tous les acteurs qui sont autour des entreprises. Donc l'édition de cette année s'est tenue hier. Et donc ça continue aussi un moment fort de mise en lumière des entreprises qui se sont engagées. Donc le programme qui est repris tous les 2 ans, il y a les ouvertures des assises, les entreprises engagées pour la nature qui sont officiellement récompensées et mises en lumière à ce moment-là. Ensuite, des ateliers qui sont dédiés aux entreprises engagées pour travailler avec elles sur leur plan d'action. Et après, des ateliers qui sont dédiés à 2 nouvelles entreprises qui souhaiteraient intégrer le dispositif, donc qui sont plus ouverts, et des témoignages à l'instar de ceux qu'on a eu aujourd'hui pour expliciter les démarches qui sont déjà mises en place par les premiers qui s'y engagent. La diapo suivante. Donc là, c'est la liste de toutes les entreprises qui sont déjà adhérentes au dispositif. Et donc, je pense que là, on va aujourd'hui officialiser l'engagement de nouvelles entreprises dans le périmètre Occitanie. À Sinov, on en a déjà 3. On aura bientôt en Occitanie 10% des entreprises engagées à l'échelle nationale. Des questions sur ce sujet. Moi, j'avais eu comme retour, quand on a fait notre test à l'intérieur de Sinov et puis auprès de certains clients, après un premier regard sur les outils d'aide pour fabriquer notre état des lieux, ça avait l'air extrêmement exigeant, un petit peu déconcertant. Donc c'est un peu pour ça qu'on a voulu parler de ces outils-là pour essayer de convaincre les entreprises que ce n'est pas si compliqué que ça. Le guide est long, mais les réponses le sont moins. Vous êtes d'accord ? Je pense que les exemples qu'on a eus aujourd'hui, à la fois d'entreprises déjà engagées ou à travers la présentation de Pierre, montrent bien qu'avec, encore une fois, des petites choses, on peut déjà faire beaucoup pour faire progresser la problématique. Donc après, effectivement, quand on démultiplie les exemples et quand on touche à toute la chaîne de valeur des entreprises, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis, le recyclage des produits, beaucoup de maillons, donc beaucoup d'étapes possibles sur lesquelles faire une petite chose. Donc on peut effectivement faire des gros documents, mais on peut piocher à l'intérieur sur ce qui intéresse sur les premières actions à mettre en place.
C'est ça. C'est une démarche d'amélioration continue. On n'a pas besoin d'être cadre irréprochable, enfin irréprochable si, du point de vue réglementaire, mais excellent sur tous les plans pour s'engager dans la démarche. On peut commencer petit. L'important, c'est de faire son diagnostic honnêtement et de commencer petit. La boucle de la spirale n'est pas forcément très haute, quoi. Voilà. Juste peut-être, ça fait écho à ce que je vous disais, un autre dispositif d'engagement, c'est les territoires engagés pour la nature. Alors, si on remonte un peu dans l'historique, il y a des choses qui ont démarré, les villages fleuris, ça ramenait aussi un peu de la biodiversité, les abeilles, les pollinisateurs, ça fait du miel. Après, on a eu Capitale française pour la biodiversité, donc des collectivités qui avaient fait des choses en faveur de la biodiversité. Et maintenant, on a le dispositif territoire engagé pour la nature. Là, c'est pareil, l'idée, c'est pas de viser l'excellence dès le départ et on rase tout, on rebâtit tout, mais on identifie un certain nombre de pistes et progressivement, on s'améliore au fil du temps. Une question dans la salle. Alors, je vais venir pour qu'on puisse prendre la question à la prise de son. Oui, pardon. Donc là, par rapport à ça, pardon. Alain Ivora, Eureka Logistique, Toulouse, donc je suis transporteur. Mais je me pose une question par rapport au long terme. On est presque tous des entreprises locataires avec des bails de 3, 6, 9. Et comment on pourrait valoriser nos propriétaires par rapport à ça? Enfin, je sais que chez nous, on l'a fait parce qu'il a joué le jeu. Il a eu du mal un peu à rentrer dans le truc, mais il s'est aperçu que ça a créé de la sociabilité, des choses comme ça. On a fait des jardins partagés, tout petits, 200 mètres carrés, pas plus. Ça a marché. Maintenant, il a compris. Mais comment on peut faire si demain, moi, je pars, je sais qu'il va tout raser, etc., etc. Est-ce qu'on a un moyen de dépasser notre propre action? C'est bon, j'ai le son. Par rapport à cette question-là, je pense que ça rejoint le fait que, par exemple, le dispositif entreprise engagée pour la nature, ça peut venir des salariés qui sensibilisent la chaîne managériale jusqu'au directeur et qui, hop, le directeur s'y engage. Pour la pérennisation dans le temps, là, si j'ai bien compris, le locataire qui sensibilise le propriétaire, je pense qu'un moyen pour le propriétaire, s'il est vraiment convaincu et que le locataire change, pour que le locataire suivant s'inscrive dans la même démarche, ça rejoint les obligations réelles environnementales. Ça, c'est de la contractualisation qui dure c'est des baux amphithéotiques qui durent 99 ans et qui fixent sur le terrain des obligations, quel que soit après le locataire, à pérenniser les choses. Je réponds à brûle pour point à votre question. Très bien. Pas d'autres questions dans la salle? Oui, Madame Vinet. En fait, oui, je réagis à cette dernière question parce que, au-delà du dispositif entreprise engagée pour la nature, moi, il me semble qu'une entreprise peut s'engager de multiples manières, de manière très directe et aussi avoir un impact indirect sur la nature et l'environnement par ses achats, par des achats éthiques, par, bien sûr, l'aménagement de ses locaux, par la modification de sa production également. Moi, je vois à la région, on voit de plus en plus d'entreprises qui déménagent, qui font des travaux, qui achètent des machines moins gourmandes en eau, etc., moins gourmandes en énergie. Donc, en fait, je crois qu'il ne faut pas qu'on reste dans une petite case et vraiment prendre toutes les bonnes idées. Et c'est vrai que ça a été mentionné par rapport aux salariés. Et c'est vrai que le fait dans l'entreprise de mettre des espaces de dialogue par rapport à cette thématique, je pense que les décideurs ont beaucoup à apprendre de leurs salariés pour le coup. Merci. Bon, je suis très frustré parce que j'ai plein de choses à dire, mais ce n'est pas mon rôle. Je vous les ai fait dire. Merci. Et donc maintenant, le moment est venu de changer d'étape et de passer à la signature et de passer la parole à Emmanuel. Merci à tous les intervenants
de la table. Merci de vos applaudissements. Un petit coup de nettoyage. Emmanuel, à toi. Mais je vais m'occuper du nettoyage. Bah, tu prends le micro, là. Non plus. Ah, cool. Donc en fait, on va passer à la partie sur la signature de la charte. Il y a plusieurs entreprises qui se sont engagées, enfin qui vont s'engager. Donc ce que je vous propose, c'est, je vais les appeler. Elles vont me présenter en 1 minute pourquoi elles s'engagent. On va faire une signature grâce au magnifique document qu'a amené l'ARB, que l'ARB cherche. On va faire signer sur le pupitre et ensuite on fera une photo de groupe devant, une fois que tout le monde sera passé. On fera une photo de groupe pour immortaliser l'instant. Donc tout d'abord, je vais faire par l'ordre alphabétique. Donc la caisse d'épargne. Donc normalement, voilà. Alors je vais vous demander, merci beaucoup. Donc la caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Je vais vous laisser, je vous fais venir avec moi. Pierre, il y a ce micro, c'est ça? Tous les micros. Alors allez-y. Donc ils sont propres. Donc je vais vous demander, donc en fait vous avez, je vais vous demander de vous présenter, de dire qui vous êtes, et puis ce qui vous intéresse là-dedans, peut-être ce que vous avez mené déjà, et ce qui vous intéresse dans le dispositif. Alors c'est parce que je ne parle pas assez fort avec le masque, désolé. Donc bonjour à tous, je me présente, Dominique Rémy, je suis membre du directoire de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées en charge du pôle ressources. Alors bien sûr, la Caisse d'épargne, je ne vais pas dire qu'elle a la biodiversité dans ses gènes, vous savez que notre symbole c'est l'écureuil. Donc je ne sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes très sensibilisés sur tout ce qui touche la RSE et particulièrement sur la biodiversité. Très heureux de signer cette charte. Alors nous avons d'ores et déjà quelques actions à notre actif, mais relativement modestes. Comme toutes les entreprises, vous me direz qu'est-ce qu'une banque peut faire pour la biodiversité? Alors déjà sur nos sites, effectivement, nous sommes basés à l'Ardenne sur le site de Maxwell où nous avons notre siège qui recentre 450 collaborateurs sur un siège qui est relativement avec pas mal d'espaces verts. Donc nous avons implanté des ruches et nous créons chaque année la fête de la nature pour nos collaborateurs autour d'une animation autour de ces ruches. Et nous avons également implanté des ruches sur le toit de notre bâtiment historique en centre-ville, rue du Languedoc. Donc ça, c'est une première sensibilisation. Alors ensuite, nous avons bien entendu tous les efforts que font, je pense, maintenant toutes les entreprises, le tri sélectif. Nous faisons attention, bien sûr, à notre consommation d'énergie. Alors nous avons 172 agences sur le territoire, donc c'est aussi, bien sûr, une empreinte immobilière importante. Donc nous sommes très attentifs à tout ce qui est, bien sûr, favorable à la maîtrise de l'énergie dans nos agences. Et nous nous engageons dans l'équipement en panneaux solaires pour les agences qui sont éligibles, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il faut que ce soit bien exposé, il faut qu'il y ait bien sûr une pente de toit qui soit favorable également. Mais en tout cas, c'est une préoccupation que nous avons. Au-delà de ça, au niveau de nos offres et de nos services, eh bien, nous avons mis en place un partenariat en termes de diversification avec une start-up toulousaine qui s'appelle ILEC, que vous connaissez peut-être, qui est fournisseur d'électricité d'origine de sources comment on dit, écologiques, enfin je sais pas comment, voilà.
Et puis par ailleurs, nous distribuons bien sûr les produits d'épargne responsable au travers de notre filiale qui s'appelle Mirova. Voilà, je regarde si j'oublie des choses. Oui, nous avons mis en place dernièrement le recyclage des cartes bancaires dans nos agences selon des procédés écologiques pour éviter qu'il y ait du plastique qui arrive dans la nature. Voilà. Et puis c'est qu'un début. Alors j'ai entendu plein de choses aujourd'hui qui m'ont inspirée. Donc je pense qu'on va ouvrir des échanges avec nos collaborateurs pour voir comment on peut mettre à profit nos espaces verts, en particulier au siège. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, on a un petit problème de... Donc je suis au four et au moulin. Merci beaucoup. Donc ce qu'on va faire, on va faire monter tout le monde. Et puis pour que chacun puisse s'exprimer. Donc la deuxième entreprise, c'est Clair Vert. Donc Jean-Luc Dallozo qui va nous rejoindre. Ah ben voilà. Jean-Luc, tiens, tu peux prendre celui-là. Ah, à enlever. D'accord, vas-y. Si, Oui, c'est bon. Je reste loin de toi, comme ça je m'autorise à quitter le masque. Juste en quelques mots, donc, je suis Jean-Luc Dallozo, le président de Clair Vert. Notre activité principale, ce sont les activités du recyclage de déchets organiques pour produire de l'énergie, des amendements, des fertilisants, des matières premières secondaires, notamment pour l'industrie du panneau de particules. Et on a aggloméré depuis 1 an et demi, intégré une activité de transport et une activité de production agricole sur un domaine attenant de 55 hectares. Donc lorsque on a évoqué ensemble le fait de participer à cette charte, c'était pour nous l'occasion de donner un second temps à des actions qu'on avait entreprises il y a 3-4 ans sur la biodiversité. Donc des mises en place de ruches, conversion de la propriété en agriculture biologique pour réduire l'impact de ces activités agricoles. Et je dirais que maintenant, en ayant intégré les activités et de transport et de production agricole, on va pouvoir décliner d'autres engagements, mise en place de nichoirs, restauration de zones humides, mise en place de ruches aussi sur la société de transport, de rotation très diversifiée sur les cultures, avec 6 cultures et avec justement des cultures mellifères type Kia, colza, et d'autres idées peut-être qui vont se greffer, telles que l'éco-pâturage sur les 9 hectares du site de Clair Vert, où il n'y a pas que de l'enrobé pour recycler, il y a aussi des zones un petit peu naturelles en périphérie. Donc voilà un petit peu. votre plan d'action est prêt. Il y a Myriam qui est là et je crois qu'il est prêt à 80%. Ça va être intégré dans notre démarche ISO 14000. Donc voilà, il y a un stock d'idées et maintenant elle va les mettre en musique. Ok, super, merci beaucoup. Alors notre prochain venu, c'est le golfe de Toulouse. Alors il y a Fabien Soussirac qui est là. Ah, c'est vrai qu'on va le récupérer celui-là. Ouais, il faut passer du même sang là. Non, parce que je voulais faire la photo. Mais si tu peux sortir les trucs si tu veux. Ils sont là-bas. Attends, il faudrait un... Ouais, c'est gentil, merci. Tiens, excuse-moi. Ouais. Bon, du coup, c'est le golfe, c'est un gros impact sur la biodiversité. À la fois, on a des paysages qui permettent de profiter justement de la biodiversité. Et donc, du coup, pourquoi vous avez décidé de vous engager là-dedans ? C'est la bonne idée reçue. Donc, moi, je suis le directeur du Golf Club de Toulouse, qui est une structure associative située sur les coteaux de Vieille-Toulouse, à une dizaine de minutes du centre-ville de Toulouse. On a engagé déjà conjointement avec la Fédération française de golf un effort par rapport à la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, puisque depuis quelques années, il y a un engagement vers le zéro phyto qui est pris par toutes les structures de golf. Donc ça s'imbrique avec la multiplication d'opérations mécaniques. J'ai entendu tout à l'heure la mise en place de nichoirs, c'est également ce qu'on a fait depuis cet hiver au Golf Club de Toulouse. On a implanté des ruches tout récemment au mois de juillet avec Biocenis, fantastique. Et puis du coup, cette charte-là nous correspond complètement, puisqu'on avait aussi
pour objectif dès 2021 d'essayer de valoriser un petit peu l'image des golfs. C'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'image du golf et de la biodiversité, souvent on peut penser que même ces endroits sont trop verts pour qu'il y ait un respect complet de la biodiversité. Donc la Fédération française de golf a mis en place des labels avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et le Golf Club de Toulouse va s'engager dès 2021 à aller chercher le label argent avec la volonté donc, du coup, d'identifier toutes les espèces qui sont chez nous, d'essayer de leur permettre de s'y maintenir. Et on va adjoindre à cette campagne-là une campagne de com auprès des jeunes, notamment des jeunes de notre école de golf, des jeunes du village de Vieille-Toulouse, voilà, pour leur faire toucher du doigt que le golf n'est pas qu'un endroit vert de 50 hectares. On a rénové l'intégralité de notre système d'arrosage l'année dernière pour un coût d'1,5 million qui correspond à une année d'exploitation pour nous, le club. Donc c'est un investissement très important qui doit nous conduire à une économie de 10 à 20% de l'eau utilisée. Voilà, donc du coup, ce sont les premiers engagements que l'on prend en signant aussi cette charte et puis en les poursuivant avec la mise en place de panneaux photovoltaïques pour être autonome en économie d'énergie. Et voilà, donc ok, du super. compost, du potager. Merci beaucoup. Donc ensuite, on a le groupe d'Anjan qui va nous rejoindre et qui va nous expliquer aussi. Je vais te le faire, c'est bon, merci beaucoup. Du coup, attends, on va les donner. Ah. Bonjour. Bonjour. Ah. Ça marche, hein? Là. 1, 2, 1. Normalement, ça marche. Allez-y. Allez-y. Voilà. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Philippe Casal du groupe. Je vais enlever le masque. Allez-y, je vais vous éloigner alors. Voilà. Malheureusement. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, peut-être ce que vous faites déjà et ce qui vous pousse à entrer dans le dispositif Entreprises engagées pour la nature? Donc, je me présente. Je suis Philippe Casal, le directeur général du groupe d'Anjan. Donc, d'Anjan est un groupe producteur de granulats et transporteur également, puisqu'il transporte les produits qu'il fabrique. Donc oui, on veut s'engager donc dans cette démarche parce que déjà nous sommes confrontés à celle-ci dans le cadre de réaménagement de nos sites de production. Donc on essaye de diversifier cela par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc on essaye de mettre en place des dispositifs pour créer des zones humides, pour faire revenir donc la biodiversité sur nos terrains qu'on réaménage au fur et à mesure de nos exploitations. Mais également, en termes de transport, on souhaite également modifier le parc en essayant de favoriser donc, les énergies renouvelables. Par exemple, on regarde tout ce qui est électricité, mais ça c'est encore compliqué. Donc on regarde surtout des modes de traction au gaz, donc, qui permet de nuire à moindre coût à l'environnement qui est autour de nos sites de production. Et vous êtes basé en fait dans toute la région Occitanie ou comment? Non, nous sommes basés essentiellement Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, d'accord. Voilà, nous sommes sur la vallée de la Garonne, on dira de Martre jusqu'à Castel-Sarrazin. Et ensuite, on est dans la vallée de l'Ariège où nous avons une belle gravière à côté de Saverdun. D'accord, merci beaucoup. Alors on va accueillir encore une autre entreprise. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des typologies d'entreprises qui sont très différentes. Et donc là maintenant on accueille Seuil Architecture, donc, qui va se présenter et qui va nous expliquer donc, comment il travaille et comment... Ah, c'est vous qui faites le boulot en fait, merci beaucoup. Bonjour. Donc je te laisse te présenter Philippe, vas-y. Bonjour, donc Philippe Gonsalves, je suis architecte et là je suis le cofondateur d'un groupe qui réunit 3 petites entreprises aujourd'hui. Donc, la société d'architecture Seuil Architecture, une société d'ingénierie de bâtiments qui est spécifiquement dédiée à la maîtrise d'œuvre d'exécution et à toutes les questions environnementales, de réemploi, de matériaux biosourcés, géosourcés, etc. D'AMU aussi, et une troisième entité de promotion, puisqu'effectivement, depuis notre début d'installation au début des années 2000, nous avons très vite travaillé sur ces sujets fondamentaux d'environnement, étant en fait
une profession un peu à l'origine des constructions. Il nous paraissait vital qu'on soit soucieux de ces sujets-là en tant que prescripteur. Et petit à petit, nous sommes venus à créer en fait la chaîne qui nous permettait de générer nos projets les plus vertueux possibles jusqu'à la fin. C'est pour ça que la question de promotion est arrivée récemment. Et donc, aujourd'hui, on a, au-delà de ce qu'on a pu faire personnellement, que ce soit au niveau de nos locaux ou des projets qu'on a pu mettre en avant, l'idée, c'était vraiment de concrétiser cette démarche, d'y ajouter de la compétence et des outils, parce qu'effectivement, on a un peu fait ça jusqu'à présent, pas au doigt mouillé, mais pas loin, avec beaucoup d'intuition et de recherche parallèle. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de rejoindre un groupe motivé là-dessus et de pouvoir structurer un peu cette approche-là pour aller encore plus loin sur nos démarches, puisque aujourd'hui, notre orientation, elle est vraiment de ne plus se limiter à justement limiter des impacts, mais c'est vraiment de régénérer les milieux sur lesquels on intervient, puisqu'il faut qu'on renature tout ce qu'on a un peu bétonné. D'accord. Voilà. Donc du coup, ça devient vraiment une marque de l'ADN, de Seuil qui considère les projets non pas seulement comme des projets d'architecture, mais comme vocation à régénérer la ville et à participer. Exactement. Okay. C'est vrai que ces trois entités-là aujourd'hui et les personnes qui travaillent autour de nous, en fait, partagent cet ADN-là. Et on a des projets aujourd'hui qui vont, des projets au-delà des projets architecturaux, des projets de vie d'entreprise ou de fonctionnement, qui sont tous liés de près ou de loin à ces sujets-là. Voilà, la petite aventure par exemple, on plante collectivement les arbres à chaque livraison de bâtiments. Voilà, c'est ça c'est la partie visible, on va dire, de l'iceberg, mais c'est surtout une démarche en amont importante où systématiquement aussi maintenant on intègre un écologue dans nos équipes, etc. Et donc c'est vraiment approfondir ces sujets et se re-questionner dès le début de ces éléments, puisque ça a un impact énorme en fait sur ensuite la manière de construire et d'être en relation avec la nature. Ok, super, merci beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est que chacun signe, je pense que c'est prêt les chartes. Ok, super. Oui, il faut juste venir avec son stylo. Ouais, voilà, alors que chacun prenne Sinon, son stylo ça va faire là. comme les micros. Vous avez? Non Ben je vais pouvoir en trouver un. Sinon, il faut prendre des lingettes. Ouais. Pour revenir signer, on va faire une photo à chaque fois, c'est bon? Et ensuite, on fera un... Donc, vous avez bien lu avant, normalement. Hein, oui, on vous l'a envoyé. Hein, parce que, bon, c'est signé. Hein. Oui, ça serait bien. C'est vrai qu'on ne les a pas préparés. Alors, je vais faire comme ça que... Ça serait bien qu'il y ait l'OFB là quand même, non? Ah, entreprise engagée par la nature, c'est quand même l'OFB qui porte. Ou l'ARB d'ailleurs. Madame Vinet, oui, mais on a quand même la chance d'avoir la présidente de l'agence régionale biodiversité. Ça me paraît un peu naturel. Vous voulez bien venir? On va faire les photos avec vous à chaque fois. Ah, mais j'en ai oublié un. Mais si, j'ai oublié Promologie. Non mais pardon. Et alors en plus vous ne me faisiez pas de signe, mais c'est vrai que comme vous étiez sur la table ronde, voilà, je suis désolée. Donc il y a Promologie aussi qui non seulement a participé à la table ronde, mais qui vient aussi signer la charte engagée pour la nature. Philippe, je vous en prie, je vais vous donner le micro, je suis hyper confuse. En plus on était hyper fiers de nous parce que... En fait, je pense qu'on va avoir un gros pourcentage d'accroissement sur le dispositif entreprise engagée pour la nature grâce à vous, hein, parce que vous avez vu qu'il n'y en a pas... Enfin, il y en a. Non, il y en a 70, mais enfin là, ça quand même... 10%. On est quand même 10%. Ouais. Voilà, donc on fait grimper le chiffre de 10%. Donc si j'en oublie un, alors là, puis bon, pas le moindre. Donc Philippe, est-ce que... Merci d'être venu. Merci, ouais. Est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez me dire, alors là, du coup, vous êtes directeur général, à faire vous présenter, oui. Et puis dire pourquoi vous trouvez intéressant de vous engager dans l'initiative. D'accord, merci Emmanuel. Bon, je serai relativement rapide puisque Nicolas a eu l'occasion de présenter
je dirais, dans sa complétude, l'objet de notre démarche. Alors, je suis très heureux d'être là donc aujourd'hui. J'ai la Caisse d'épargne comme actionnaire privilégié donc, de Promologie. J'ai aperçu Fabien parce que je pratique de temps en temps donc, le golf de Toulouse. C'est pas fait exprès, hein, on n'a pas Non, fait... non, Et nous avons besoin dans notre secteur d'activité d'architectes engagés, ça tombe bien, donc j'en ai un à mes côtés. Donc au-delà donc, de tout ça, vous dire effectivement en quelques mots donc, l'objet de notre démarche. D'abord, je voudrais remercier Emmanuelle parce que c'est vrai qu'elle nous a un peu plus éveillés à cette question de la biodiversité il y a quelques temps. Tout ce qui relève des engagements sociétaux est vraiment dans l'ADN du logement social, puisque Promologie, vous l'avez compris, donc, est un acteur significatif sur la région Occitanie donc, de l'habitat social. Mais dans le spectre donc, de nos engagements, c'est vrai que jusqu'à présent, la biodiversité est un peu le parent pauvre, c'est un peu l'angle mort. On est très orienté sur les questions qui vont concerner donc, le progrès social, qui vont concerner aussi donc, la rénovation thermique. Et on oubliait un peu, ou alors on faisait comme M. Jourdain, on le faisait sans vraiment le structurer donc la démarche, on oubliait un petit peu donc la question de la biodiversité. Donc l'intérêt pour nous de cette charte, c'est vraiment de structurer, je le redis donc en profondeur, donc une démarche pour irriguer l'entier de nos activités et nous amener donc à embarquer tous les acteurs donc de l'acte de construire dans ce qui fait finalement donc notre activité. On a coutume d'opposer l'acte de construire et aussi donc le respect de la nature, le respect de la biodiversité. Vous vous êtes exprimé, Philippe, donc sur le sujet. Je considère qu'il faut à la fois construire donc des logements, c'est une nécessité, et il faut aussi respecter donc la nature, c'est aussi une impérieuse donc nécessité. Je pense que quand il y a de la volonté, j'ai entendu à plusieurs reprises donc ce mot tout à l'heure, je le reprends à mon compte. Quand il y a une ambition, quand il y a de la volonté, on est capable de faire donc l'un et l'autre, donc on ne les oppose pas, on est capable donc de concilier les deux. Ça renvoie à quoi? Donc effectivement à de la volonté, ça renvoie à de bonnes pratiques. J'en ai aperçu quelques-unes tout à l'heure que nous développons donc déjà dans nos réalisations. Je pense à la gestion des eaux pluviales. On peut aussi utiliser donc des matériaux biosourcés dans la réalisation donc des opérations immobilières. La question de la végétation urbaine est aussi essentielle parce qu'on sait qu'elle peut favoriser le développement d'un air de qualité. La faune et la flore donc utiles donc à notre biodiversité. Voilà, donc autant d'éléments. Souvent, ce sont des éléments concrets qui renvoient à une conception réfléchie, à du savoir-faire, mais qui n'est pas très technique finalement. Et je le redis, donc surtout donc une volonté. Voilà, donc Promologie est très engagée sur le sujet. Nous avons, grâce à Emmanuel, donc, sur notre siège, des ruches qui font le bonheur donc, de nos collaborateurs. J'ai cru comprendre que certains voulaient faire des poules aussi. Bon, je n'ai pas pensé au poulailler, mais peut-être que ça pourrait être dans les prochains jours une évolution possible. Donc on se reverra peut-être, cher Emmanuel, pour les poules des pour le poulaillers. moment. Voilà. En tout cas, les ruches font notre bonheur et ceux de nos salariés. Okay. Voilà, merci à vous. Bon, merci beaucoup. Bah, du coup, je vais vous inviter à signer. Du coup, Madame Vinet, peut-être, et l'OFB, pour la photo officielle de signature, et hop, on reprend le flot des signatures. Oui. Si je peux préciser, pour ceux qui sont intéressés, une présentation du dispositif, pour ceux qui ne sont pas forcément déjà engagés, mais qui souhaiteraient s'y engager. Merci. D'accord, ok. Du coup, allez-y. Hop. Alors, donc, on a récupéré. Donc, celui-là, c'est la caisse d'épargne. Philippe, si vous voulez aller signer avec Cécile, je te laisse faire. Peut-être vous pouvez vous rapprocher peut-être de Philippe, hein, enfin, je sais pas, mais oui, non, c'est bon. Merci beaucoup. Donc du coup, partez pas parce qu'on va faire la photo de groupe quand même. On a pour 5 minutes. Moi, je récupère les chartes. Hop. Bah, du coup, le prochain, je sais pas, Jean-Luc, tu es à côté. Ah, voilà. Hop. Merci.
D'accord, je veux bien. Juste te la redonner pour la photo. Général. Merci beaucoup. Donc ensuite, je ne sais pas, le suivant, Philippe, peut-être? Seuil architecture. Signe, mets seuil architecture peut-être et signe, s'il te plaît. Donc juste pour rappeler ce que disait Stéphane tout à l'heure, en fait, vous signez aujourd'hui et ensuite, dans un délai d'1 an, vous devez déposer un plan d'action qui sera auprès de l'Office français biodiversité. Et ensuite, c'est l'Office français biodiversité qui validera définitivement le fait d'intégrer le dispositif. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Ok. Voilà. Donc, il faut commencer à travailler sur les plans d'action. Fabien? Ah, un stylo. Alors. Très bien, tu as la lingette. Donc, ouais, si tu peux noter le golf. Et ensuite, vous. Je vais essayer de rien oublier, d'oublier personne. Oui. Voilà, notre dernier signataire. Merci beaucoup. Le 8. Donc du coup, je vais vous laisser garder, je vais vous laisser prendre la charte. Chacun, je vais la redonner. Et si vous voulez bien, on fait une photo de groupe avec la charte. Ça fait un peu diplôme. Hein, Hop. Philippe, tiens. Voilà, je crois qu'il est dessous. Voilà, je l'ai mis dessous. Et Fabien. Allez hop, je redescends, moi. Je crois qu'il va falloir vous serrer, hein, ça, à mon avis, la photo, ça va être dur autrement. C'est bon, Cécile, pardon, je te gêne. Ah. Oui, c'est une bonne idée. C'est bon, d'accord. Super, ben merci beaucoup. Ah, non, attendez. C'est bon? Ok, super. Merci beaucoup, je vous laisse repartir avec les chartes. C'est votre exemplaire. Alors, il va falloir en signer un qui sera encore plus officiel, enfin, qui a un format A4. Hein, là, on vous l'a fait exprès. Je ne sais pas si... On l'a, Cécile, là? On l'a pas? Ok. Donc, je vous l'enverrai. Bon, ben voilà. Donc, la dernière étape de la journée s'achève. On va remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans l'après-midi pour la qualité et la concision de leurs propos. On était à l'heure. Et ça, c'est formidable. Eh bien, moi, personnellement, je suis très fier d'avoir réussi tous ensemble à faire envie à 7 nouvelles entreprises. Et je pense que si les choses se disent et se disent bien, ben ce n'est qu'un début. Voilà, c'est très encourageant. Merci beaucoup. Ben, bonne continuation. Au revoir.